Le soleil brûlant frappe la vallée. La terre assoiffée et craquelée absorbe la chaleur torride. Et pas une goutte d'eau n'est visible à des kilomètres à l'horizon. La brise, un soupir chaleureux, soulève la fine poussière, créant des tempêtes sans fin. Au loin, des montagnes de roches nues résistent courageusement aux ravages des intempéries. Et un profond silence enveloppe cet écosystème meurtri. C'est la vallée de la mort, un endroit où la vie devient un acte de rébellion. Dans ce désert aride où le climat devient le pire ennemi, une chaleur étouffante frappe chaque recoin. L'air brûlant devient difficile à respirer. Un soleil aveuglant élimine toute trace d'eau, et même la plus petite ombre devient un trésor précieux. Malgré des conditions climatiques aussi difficiles, là, au milieu de ce qui semble être un monde désolé, la nature, dans une sorte de défi aux chances de survie, montre son côté le plus sauvage. Des troupeaux de cerfs mulets se déplacent sous le soleil brûlant, à la recherche d'un petit ruisseau pour étancher leur soif dévorante. Le géocoucou, en lutte perpétuelle contre les températures élevées, bat des ailes avec empressement pour tenter de dissiper la chaleur. Et le petit écureuil antilope à queue blanche s'abrite du temps brûlant en se cachant dans son terrier douillet. Chaque espèce sauvage fait sa part pour éviter de devenir une autre victime de cette vallée inhospitalière où la vie est un véritable miracle. Mais périr dans la chaleur étouffante n'est pas la seule façon de faire partie de ce cimetière désert. Le lynx, un félin féroce, se cache dans l'ombre, attendant de dévorer sa proie épuisée. En un clin d'œil, ce chasseur habile se jette sur sa cible et d'un coup de patte, il a dans ses griffes un rongeur juteux qui le sauvera de la famine. Se déplaçant sur le sable brûlant, le serpent à sonnette, un tueur impitoyable, cherche insatiablement une proie dans laquelle injecter tout son puissant venin, la tuant en quelques secondes seulement. Pendant ce temps, le féroce puma, un prédateur sauvage au sommet de la chaîne alimentaire, instille sa terreur dans chacune des espèces qui peuplent cet écosystème loin d'être hospitalier. Situé à l'est de la Californie, dans le Far West américain, au cœur du désert de Morave, la vallée de la mort couvre une superficie d'environ 7800 km². Entourée d'imposantes chaînes de montagnes atteignant plus de 3000 mètres de hauteur, le relief de la vallée se présente comme un long bassin désertique, long d'environ 225 km. Au nord, une cicatrice volcanique, le cratère Ubehebe, s'élève comme un vestige de l'origine tortueuse de cet écosystème hostile. Au sud, les plaines salées s'étendent à perte de vue, se fondant dans le ciel au loin. Les montagnes à l'est révèlent des pentes teintées de minéraux, où une étonnante palette de couleurs envahit le paysage. Et à l'ouest, la chaîne de montagnes de la Sierra Nevada émerge comme un mur insurmontable bloquant toute humidité de l'océan Pacifique, contribuant à l'aridité de cet écosystème sec. La combinaison d'une faible altitude, d'une sécheresse extrême de l'air et d'une couverture végétale quasi inexistante fait de la vallée de la mort l'un des endroits les plus chauds de la planète. Avec des températures dépassant facilement les 50 degrés Celsius, cette vallée étouffante, pendant les jours d'été, devient un feu de joie, éteignant toute possibilité de vie, ou plutôt presque tout. Malgré les conditions extrêmes qui règnent dans ce coin de la planète, paradoxalement, la vallée de la mort abrite une quantité abyssale d'animaux sauvages. Dans cet écosystème inerte où la nourriture est rare et l'eau un privilège, vivent une cinquantaine d'espèces de mammifères, des petits rongeurs aux glorieux pumas, plus de 30 espèces de reptiles où serpents dangereux et lézards audacieux s'adaptent aux températures oppressantes, et environ 400 espèces d'oiseaux, migrateurs et sédentaires. C'est tout simplement un contraste sans précédent de voir comment, d'une vallée sèche et aride, la faune émerge dans ses formes les plus exubérantes.
le chant des oiseaux couvre le profond silence. Les lapins courent à travers la plaine et les souris cherchent de la nourriture dans la végétation convalescente. Cependant, certains prédateurs, revendiquant leur place dans la chaîne alimentaire et se souvenant du nom de cette vallée inhospitalière, prennent sur eux d'apporter la mort par leurs morsures tachant le sable brûlant de sang. Parmi ces carnivores redoutés, le coyote se distingue comme l'un des plus féroces dirigeants de la faune dans cet écosystème puni. Bien que largement reconnu comme un survivant prodigieux, les conditions de vie étouffantes de la vallée de la mort mettent à rude épreuve ses capacités d'adaptation face à la chaleur torride, à la pénurie d'eau et à une quasi-absence de proie. Malgré les perspectives sombres, tel le survivant avide qu'il est, le coyote met ses plaintes de côté et refuse de périr face à des conditions de vie hostiles. Dans un écosystème où rater une chasse pourrait signifier la mort, ce canidé ingénieux planifie même le plus petit mouvement lorsqu'il traque une proie avant de lancer son attaque. Bien sûr, avant de traquer un petit rongeur ou peut-être un oiseau, ce prédateur compact pesant seulement 23 kg doit le trouver. Pour ce faire, ce chien sauvage utilise ses sens très développés de l'ouïe et de l'odorat. Dans ce qui semble être une plaine aride où il n'y a aucune possibilité de vie, l'habile coyote parvient à trouver ce qu'il considère comme un véritable festin sous la forme de petites proies. Un simple couinement subtil ou l'odeur d'excréments de rongeurs peuvent révéler leur position, leur valant la récompense d'avoir un chien féroce concentré sur leur capture. Grâce à sa fourrure, qui se décline dans des tons de gris brunâtre et de brun rougeâtre, ce chasseur intrépide peut passer complètement inaperçu auprès de ses proies, lui permettant de les traquer pendant des heures sans même qu'elles se doutent qu'elles vivent leurs derniers instants de vie. Avec de la chance, le chien redouté peut tomber sur des rongeurs sans défense en plein air, à la recherche de nourriture. Ici, le coyote, sachant qu'il ne peut pas laisser passer cette opportunité, s'approche immédiatement de sa proie avec la plus grande furtivité. Souvent, une souris ou peut-être un écureuil sont ces proies malheureuses qui tombent dans le viseur de ce prédateur implacable. Comme la proie s'enfuit à toute vitesse au moindre signe de danger, le canidé reste caché jusqu'à ce qu'il soit suffisamment proche pour lancer son attaque. En un clin d'œil, sortant de sa cachette, il bondit sur sa cible, lui infligeant une mort rapide avec sa morsure acérée. Étant donné l'agilité enviable de ce chien sauvage, ainsi que ses sens très développés, il est presque impossible pour les rongeurs et les petits mammifères d'échapper à son appétit insatiable. Bien qu'au milieu d'un terrain aussi hostile que la vallée de la mort, le coyote préférera toujours les chasses rapides de quelques secondes seulement. Ce chasseur polyvalent n'a aucun problème à traquer sa proie rapide. Capable de courir à plus de 60 km/h, même un lapin glissant ne peut échapper à son destin inévitable entre les dents de ce tueur imprenable. Même un bon terrier ne peut pas protéger ses petites proies d'être dévorées par ce chien intelligent. Grâce à ses capacités de fouille très avancées, le coyote peut déterrer des rongeurs qui semblaient intouchables, même à plusieurs mètres sous terre, dans le confort d'un abri censé être sûr. Mais la faune de ce biome peu généreux ne sera pas toujours aussi gentille avec le féroce coyote, mettant des proies sur son chemin. Certains jours, même si vos sens sont très sensibles, il n'y a tout simplement pas de proie à des dizaines de kilomètres à la ronde. C'est à ce moment-là que le chien, dans une démonstration de son étonnante adaptabilité, dans un virage à 180 degrés dans son régime alimentaire, démontre son côté omnivore, dévorant des insectes, des fruits et même des herbes. Tout ce qui est même vaguement comestible peut devenir la nourriture d'un coyote. Le problème de la nourriture étant résolu, au moins temporairement, l'un des plus grands ennemis du coyote dans la vallée de la mort est le climat étouffant. Avec un thermostat qui monte à 50 degrés Celsius,
Traverser la plaine aride à midi pourrait signifier mourir de chaleur, alors le chien des brouillards n'hésite pas à chercher un abri. Ici, utilisant une fois de plus ses talents de creuseur, il crée un terrier confortable qui le protège du soleil étouffant. Bien qu'il ne présente aucun problème pour construire sa tanière, il préfère parfois s'épargner tout ce travail et occuper n'importe quel trou abandonné. Pour échapper aux heures les plus chaudes de la vallée, le coyote part généralement chasser au crépuscule, lorsque le soleil ne s'est pas encore levé de toute sa force pour s'abattre sur chaque recoin de cet écosystème étouffant. En plus de les protéger des températures élevées, leur terrier rudimentaire constitue un excellent refuge contre les dangers qui pourraient menacer la vie du coyote. Malgré toute sa férocité, le canidé n'est pas au sommet de la chaîne alimentaire et peut facilement être chassé par d'autres superprédateurs. Le plus grand danger pour un coyote solitaire peut venir sous la forme d'un puma féroce, désireux de montrer qui est le patron dans l'écosystème assiégé de la vallée de la mort. Comme le coyote sait qu'il n'a aucune chance de survie face à un ennemi aussi redoutable, dès qu'il aperçoit un puma dangereux à l'horizon, le chien optera pour une fuite rapide, évitant une confrontation dans laquelle, quoi qu'il arrive, il finira par devenir une proie. Étant donné que le coyote représente une menace directe pour la subsistance de centaines d'espèces sauvages qui peuplent cette vallée inhospitalière, plus d'un sera heureux de voir ce puma indompté intégrer son régime alimentaire. L'une de ces espèces est un petit oiseau qui est déjà plus qu'habitué à avoir le canidé indomptable sur sa queue. Avec une hauteur d'environ 60 cm et un poids d'environ 500 grammes seulement, le géocoucou semble être la proie parfaite pour tout carnivore qui vit dans la vallée. Cependant, ce petit oiseau sera difficile à attraper et fera tout son possible pour éviter de faire partie du régime alimentaire d'un prédateur. Malgré son beau plumage brun avec des rayures noires et une crête frappante avec des plumes érectiles sur la tête, cela lui sert de camouflage naturel très efficace pour se cacher dans l'environnement désertique. Cet oiseau ingénieux devient si sûr de sa capacité de camouflage que, dans de nombreuses occasions, même avec des prédateurs à quelques mètres de distance, il reste immobile, espérant passer inaperçu. Bien sûr, pour rester hors de la vue des carnivores, le géocoucou a tendance à profiter au maximum de chaque petit buisson ou touffe de végétation disséminée dans le désert. Pour s'assurer qu'aucun chasseur ne le prenne par surprise, le géocoucou utilise sa vision perçante pour maintenir un périmètre sécurisé. Lorsqu'un coyote apparaît à l'horizon, même s'il se trouve à des centaines de mètres, l'oiseau vigilant peut prendre des mesures d'urgence. Bien qu'il reste vigilant à l'approche de tout danger potentiel, dans un écosystème où la sauvagerie est la seule règle, de nombreux prédateurs parviennent à échapper à la vigilance de l'oiseau et à se faufiler à proximité. Alors que les chasseurs se trouvent à quelques mètres de ce qui semble être un géocoucou impuissant, ils peuvent presque goûter sa chair juteuse. Ce n'est cependant pas pour rien que cet oiseau porte ce nom particulier. Atteignant des vitesses allant jusqu'à 42 km/h, quelle que soit la proximité d'un prédateur avec ce géocoucou agile, en un clin d'œil, il peut initier une retraite rapide qui le maintient en sécurité. Lorsqu'il entreprend ces retraites rapides, l'oiseau adopte une position caractéristique avec la tête et la queue parallèles au sol, utilisant cette dernière comme gouvernail. Au cours de ses courses pour sa vie, le géocoucou trompe son poursuivant par des changements de direction brusques, ne laissant aucune chance au prédateur. Bien qu'il soit capable de voler, cet oiseau ne s'échappe généralement pas vers les cieux lorsqu'il est menacé, préférant toujours les voies terrestres pour ses évasions fugaces. Parfois, lorsqu'il y a une branche haute ou peut-être un gros rocher, l'oiseau peut faire un court vol qui le met hors de danger. Bien sûr, après ces courses courtes et à grande vitesse, le géocoucou génère généralement beaucoup de chaleur, ce qui, dans un écosystème presque englouti par les flammes, peut entraîner de graves problèmes. Cependant, ce survivant expérimenté est plus qu'habitué aux températures étouffantes, car lui-même reste généralement à une température pas si agréable de 40 degrés. Comme la nuit apporte pour certains un répit de la chaleur étouffante, avec des températures pouvant atteindre 30 degrés lorsque l'obscurité tombe, le géocoucou,
désormais frileux, entre dans un état de torpeur, diminuant son activité dans un effort pour conserver la chaleur. Lorsque le matin arrive enfin, l'oiseau, en quête de chaleur du soleil, peut exposer des zones de peau sur son dos en ébouriffant ses plumes et ainsi profiter au maximum de chaque rayon de soleil. L'oiseau peut passer jusqu'à 3 heures par jour dans ses séances de bronzage élaborées. Après avoir évité d'être mangé et alors que son corps se réchauffe lentement, le géocoucou se lance dans la résolution de l'un des plus grands défis de survie dans l'inhospitalière vallée de la mort. Tout comme les coyotes, les lynx et les oiseaux de proie font tout leur possible pour traquer cette proie rapide et dite facile, le géocoucou n'hésitera pas à attraper de petits reptiles, des insectes, des rongeurs et même d'autres oiseaux afin de contrôler son appétit sans fin. Tout ce qui ne le dévore pas en premier peut être une bonne option de proie. Doté d'un bec long et robuste et d'une paire de griffes acérées, le géocoucou devient l'un des prédateurs les plus redoutés de cet écosystème éprouvant. Scrutant la distance à la recherche de proies, avec la même vision avancée qui lui permet de détecter les coyotes et les pumas au loin, il localise des cibles potentielles pour son bec pointu. Désormais dans le viseur du géocoucou affamé, le sort de la proie est décidé. D'un sprint rapide à travers la plaine, l'oiseau se jette sur les insectes, les souris, les lézards et même les serpents dangereux, les immobilisant d'un seul coup. Sa proie étant étourdie sans perdre de temps, l'oiseau l'avale tout entière ou dans le cas d'un gibier de bonne taille, la déchire avec son bec mortel. Parfois, dans une démonstration évidente d'ingéniosité, lorsqu'il aperçoit un serpent à sonnette, le géocoucou prend des morceaux pointus de cactus et les place autour du serpent qui est sur le point de devenir sa victime. Avec ces obstacles pointus bloquant les voies de fuite du dangereux reptile, l'oiseau exécute son plan élaboré où le serpent, tôt ou tard, finit inerte dans son bec. Des plaines arides et sans fin où le géocoucou erre, chassant ses proies et fuyant les prédateurs affamés, nous pénétrons dans les pentes abruptes et rocheuses où le mouflon d'Amérique se dresse comme l'une des rares créatures sauvages capables de survivre à un biome aussi extrême. Avec un corps musclé recouvert d'une fourrure brun chocolat, ce mouton est une représentation claire de toute la rébellion dont font preuve les espèces sauvages face aux conditions de vie hostiles de la vallée de la mort. Vivant dans un environnement où le soleil brûlant peut chauffer la roche jusqu'au point d'ébullition, les contre-mesures que cet imposant mouton doit prendre sont tout simplement choquantes. Durant ces jours où le soleil tape de toutes ses forces, sans avoir la possibilité de se cacher dans un terrier, les troupeaux de mouflons d'Amérique doivent endurer de plein fouet la pleine force du soleil. Heureusement, le Créateur, dans un geste de miséricorde, leur a donné une fourrure légère qui les aide à réfléchir tout le rayonnement solaire. Une autre des nombreuses astuces qu'ils utilisent pour dissiper toute cette chaleur accumulée est l'évaporation respiratoire, par halètement, qui leur permet de perdre quelques degrés de température. Ce qui, dans ce climat hostile, peut faire la différence entre la vie et la mort. Alors que le soleil tape fort sur l'habitat des moutons, le troupeau se lance dans une mission pour trouver un endroit agréablement ombragé où ils pourront se réfugier, au moins momentanément, de toute la chaleur. Après avoir enduré plusieurs jours sans même se souvenir de ce qu'est une gorgée d'eau rafraîchissante, le troupeau doit désespérément chercher un ruisseau où il peut profiter du liquide vital. Après avoir enduré une sécheresse prolongée, chaque mouton consomme jusqu'à 30% de l'eau de son corps, atteignant des niveaux critiques pour sa survie. Lorsqu'ils trouveront enfin une source de cette précieuse ressource, chaque mouton ne boira pas simplement jusqu'à ce que sa soif soit étanchée, mais consommera autant d'eau que possible, sachant qu'ils n'auront peut-être pas cette opportunité à nouveau avant plusieurs jours. Un seul mouflon d'Amérique peut boire jusqu'à 15 litres de ce qui, dans cette chaleur étouffante, est un véritable élixir. En plus d'étancher leur soif avec ces précieux ruisseaux, qui seront consumés par les fortes chaleurs dans quelques jours, les mouflons d'Amérique peuvent également absorber une certaine quantité d'eau de leur alimentation limitée.
Tout comme l'approvisionnement en eau est assez limité dans la vallée de la mort, même les herbes sèches, les herbes et les arbustes sont une ressource rare que ces herbivores devront lutter pour obtenir. De même, si un cactus épineux croise son chemin, aucun mouton ne le laissera s'échapper. Même si trouver de la nourriture, aussi petite soit-elle, est un moment d'extase, les moutons ne peuvent pas perdre leur vigilance, car plus d'un prédateur sera ravi de mettre la main sur une proie colossale pesant jusqu'à 90 kg. Bien que leur habitat très reculé les place hors de portée des prédateurs tels que les renards, les lynx et les coyotes, ces pentes abruptes font partie du domaine du tout-puissant puma qui n'épargnera aucun mouton qui s'égare sur son territoire. La meilleure stratégie dont disposent les mouflons d'Amérique pour affronter le tant redouté puma est d'éviter à tout prix une rencontre avec ce félin dangereux. Et, dans cet esprit, le terrain imposant, rocheux et escarpé qui s'élève sur les pentes est l'endroit idéal. Leurs grands sabots acérés sont l'outil idéal pour escalader ces surfaces difficiles où le moindre glissement peut signifier une mort certaine. Alors que pour d'autres espèces, ces surfaces sont des murs imprenables, pour les moutons, c'est comme une simple promenade dans le parc. La combinaison d'une fourrure camouflée et d'habitats inaccessibles sur des falaises dangereuses permet à ces moutons de déjouer le prédateur suprême de ce royaume sauvage désolé. Vivre en grand troupeau assure également un périmètre bien gardé, tous les animaux étant attentifs à tout signe possible de danger. Outre la protection contre un lynx féroce, les moutons peuvent également traverser ces terrains dangereux pour rechercher de grands troupeaux de femelles. Lorsque la saison de reproduction arrive, généralement à l'automne, les béliers dopés à la testostérone, poussés par le désir de procréer, traversent ces falaises abruptes sans penser au risque. Les hommes qui vivent seuls, comme ceux qui vivent en groupe de célibataires, répondent à l'appel de la nature. Déjà dans la zone d'accouplement, où les moutons attendent patiemment l'arrivée de leurs prétendants, les choses deviennent un peu violentes, car les mâles doivent prouver leur valeur dans des batailles sanglantes pour le droit de procréer. Et quand vous êtes un redoutable mouflon d'Amérique avec des cornes acérées de plus de 70 cm de long, il n'y a pas de meilleure arme pour démontrer votre force. Au milieu du terrain escarpé, chaque bélier recule jusqu'à 20 mètres à la recherche d'un élan pour son attaque. Les deux mâles n'ayant aucune intention de renoncer à leur droit à la copulation, les béliers se précipitent sur leur adversaire de toute leur force, essayant de le mettre hors combat et de montrer leur vigueur aux femelles. Le choc des bois produit un bruit tonitruant qui peut être entendu à des kilomètres à travers les montagnes, mais un seul coup ne suffira pas à déterminer un vainqueur. Les deux adversaires répéteront ces attaques terrifiantes encore et encore pendant des heures, jusqu'à ce que l'un des deux mâles, en raison de blessures graves et d'une fatigue épuisante, décide de céder à son désir de se reproduire. Alors que le duel des mouflons d'Amérique provoque un bruit assourdissant qui annonce à toute la vallée leur combat pour la reproduction, au plus profond du désert, une chasseuse féroce préfère garder son attaque silencieuse, attendant que son puissant venin fasse le travail de tuer sa proie. Zigzagant à travers les dunes de feu, le serpent à sonnette est un chasseur habile qui ne laissera aucun rongeur, oiseau ou même un autre serpent s'échapper. Mesurant jusqu'à 2,5 mètres de long et pesant environ 4 kg, toute proie qui rencontre ce redoutable prédateur est presque assurée de mourir. Même si la morsure de ce redoutable carnivore peut être douloureuse, sa grande létalité réside dans le venin dangereux qui émane de ses crocs. Une petite quantité de cette substance dans le corps de sa proie provoque une mort instantanée et apporte au reptile une proie très appréciée. Rôdant dans les zones où errent rongeurs et lézards, ce chasseur vorace attend patiemment qu'une proie malheureuse tombe dans son embuscade pour finalement être victime de sa morsure mortelle.
Avec une coloration dans les tons de gris, de brun et de rouge avec des motifs tachetés, ce chasseur passe complètement inaperçu, caché dans le sable ou rôdant parmi la végétation clairsemée. Immobile, traquant sa proie, il ne révèle généralement pas sa position avant qu'il ne soit trop tard et qu'il ait lancé son attaque féroce. Chargeant directement sur sa proie avec ses mâchoires mortelles ouvertes, en moins d'une seconde, il est déjà infesté par le venin mortel. Immédiatement après avoir injecté son venin dans un rongeur sans défense, au lieu de rester pour lui infliger d'autres blessures ou le dévorer, le serpent le libère et s'éloigne vers un endroit sûr. Ce n'est qu'après plusieurs heures que, grâce à sa langue fourchue olfactive, le reptile traque à nouveau sa proie, qui, victime du poison enivrant, a péri. Et maintenant, oui, le serpent à sonnette s'apprête à la dévorer d'une seule bouchée, avalant toujours la tête du rongeur en premier pour faciliter son passage. Bien que la morsure d'un serpent à sonnette vicieux soit considérée par beaucoup comme synonyme de mort dans cette vallée hostile, certaines espèces sauvages ne sont même pas dérangées par la vue de ce reptile et le considèrent en fait comme une proie substantielle et riche en protéines. Ignorant complètement la létalité de leur venin, les faucons, les coyotes, les serpents royaux et bien sûr les géocoucous sont le fléau de ces chasseurs, désormais moins redoutés. Voir un serpent à sonnette devenir une proie est quelque chose que seule la faune trépidante de la vallée de la mort peut rendre réalité. Pour se protéger de ces innombrables prédateurs, ainsi que pour traquer ses proies, le serpent à sonnette se cache derrière son camouflage sophistiqué. Détectant qu'un de ses poursuivants s'approche, le serpent désormais terrifié reste immobile, essayant de passer inaperçu et d'éviter d'être dévoré. Lorsque leur stratégie de camouflage échoue et qu'ils se sentent menacés, ils émettent un signal d'avertissement en secouant les segments de kératine de leur queue, produisant un son caractéristique semblable à un hochet qui leur donne leur nom. Bien que certains prédateurs, en entendant le son terrifiant, puissent renoncer à leurs intentions sanglantes dans la vallée de la mort, la faim et le désespoir d'une sécheresse prolongée peuvent obscurcir l'esprit, forçant souvent certains chasseurs à risquer leur vie en essayant d'attraper un serpent pesant jusqu'à 4 kg comme proie. Ici, n'ayant pas d'autre choix, le serpent, se voyant acculé, n'hésitera pas à lancer une attaque rapide cherchant à mettre son agresseur hors de combat. Même si une morsure puissante et bien placée peut persuader les coyotes et les géocoucous de poursuivre leur attaque, le problème sera toujours de leur enfoncer leurs dents acérées. Les deux adversaires sont extrêmement agiles, parvenant même à échapper aux attaques rapides du reptile et à la place, à délivrer une forte morsure ou une puissante morsure directe à la tête. Cependant, lorsqu'il parvient à enfoncer ses crocs dans ses prédateurs, ceux-ci sont assurés de plusieurs heures d'agonie intense qui, dans certains cas, peuvent même se terminer par la mort. Pour éviter les rencontres avec des serpents plus féroces, des géocoucous et des coyotes, lorsqu'il n'est pas à la recherche de rongeurs, ce reptile s'abrite souvent dans n'importe quelle fissure ou crevasse entre les rochers. Les buissons clairsemés et les bûches tombées sont également des cachettes parfaites pour échapper au régime alimentaire d'autres carnivores. Ces endroits le protègent également du prédateur le plus impitoyable de tout cet écosystème, qui ne fait pas de distinction entre les espèces et les proies, tant chez les herbivores que chez les carnivores. La chaleur étouffante de la vallée de la mort est peut-être l'un des principaux ennemis du reptile, car il a tendance à se réfugier pendant les heures les plus chaudes de la journée et à n'émerger qu'au crépuscule. De même, tout comme s'enfouir dans le sable chaud lui permet de se cacher des prédateurs et de traquer ses proies, c'est un comportement important qui le protège du soleil brûlant. Lorsque les températures augmentent sans la moindre trace de pitié, le serpent à sonnette, dans une démonstration de ruse, entre dans un état d'estivation dans lequel il conserve autant d'eau et d'énergie que possible, attendant avec anxiété la fin du temps torride. Pendant que le serpent à sonnette se repose dans une tanière douillette, le petit lapin à queue blanche du désert profite de l'absence de ce prédateur mortel pour partir à la recherche de nourriture. Avec un pelage aux nuances de brun grisâtre et une queue teintée d'un blanc éclatant qui permet de deviner facilement d'où vient son nom,
ce minuscule mammifère n'inspire peut-être pas beaucoup de respect parmi les prédateurs de la vallée, mais il n'en a certainement pas besoin pour se faire une place dans un écosystème grouillant de carnivores. Représentant pour certains seulement 1 kilo de viande juteuse, de nombreux prédateurs sont impatients de mettre leurs griffes sur le petit lapin. Mais ce ne sera pas une proie facile à attraper. Bien qu'il ne possède pas de grands crocs acérés, ce survivant habile possède de longues oreilles mesurant jusqu'à 9 cm, ainsi que des pattes puissantes. Grâce à ses oreilles imposantes, le lapin du désert, également connu sous le nom de lapin du désert, reste attentif à tout danger pouvant apparaître dans son coin de la vallée de la mort. Peu importe à quel point un prédateur est furtif, doté d'un sens de l'ouïe enviable, le petit herbivore parvient presque toujours à localiser son poursuivant avant qu'il ne soit trop tard. De même, la vue de ce prodigieux survivant n'est pas en reste, lui permettant de maintenir un périmètre relativement sûr, ou du moins aussi sûr que l'on peut l'être au milieu de cet habitat impitoyable. Avec la chaleur étouffante qui fait des ravages et la plupart des prédateurs profitant des heures de clarté pour mener leurs embuscades violentes, le lapin a tendance à éviter de sortir pendant les moments les plus ensoleillés et préfère abandonner son terrier lorsque le soleil lui donne un répit momentané au crépuscule. Même à ces heures de la journée, où il y a soi-disant moins de prédateurs qui rôdent, on ne sait jamais dans la vallée de la mort, donc comme mesure de survie supplémentaire, il choisit toujours de se déplacer près de la couverture végétale clairsemée qui entoure sa maison. La combinaison de certains buissons avec les tons de sa fourrure lui confère un camouflage assez efficace. Comme le géocoucou intelligent, la première stratégie de survie de ce mammifère en présence d'un prédateur sera, en bref, de ne rien faire. Gelé, sans bouger un seul muscle, le petit lapin attend de se cacher au milieu du sable ou des buissons en convalescence. Lorsqu'un prédateur n'a pas repéré le lapin auparavant, la probabilité de succès est étonnamment élevée et le prédateur finit souvent par repartir avec une proie aussi convoitée à quelques mètres seulement. Lorsque cette tactique de défense passive ne fonctionne pas, alors qu'un carnivore féroce se rapproche de plus en plus, le lapin du désert n'hésite pas à laisser les combats à d'autres espèces et à se retirer précipitamment en lieu sûr. Doté de pattes robustes, ce petit mammifère peut courir jusqu'à environ 24 km/h. Même si sa vitesse n'est peut-être pas aussi impressionnante que celle des carnivores comme le coyote, sa capacité à changer brusquement de direction en zigzagant est ce qui finit presque toujours par laisser ses traqueurs avec l'estomac vide. Dans une course pour sa vie, on ne sait jamais quel sera le prochain mouvement du lapin très agile. Étant donné que son manque d'agressivité le place dans le régime alimentaire non seulement des prédateurs terrestres tels que les renards, les coyotes ou les lynx, mais aussi des oiseaux de proie féroces, ce mammifère à fourrure doit être attentif à toute menace qui apparaît dans le ciel. En plus de leur permettre de détecter d'éventuels visiteurs indésirables à proximité de leur habitat, leurs grandes oreilles constituent également une adaptation importante au climat désertique, leur permettant de dissiper l'excès de chaleur corporelle, ce qui est très pratique lorsque l'on vit au milieu d'un écosystème qui atteint sans effort des températures de 50 degrés Celsius. Après avoir survécu avec succès à l'attaque d'un carnivore affamé et sous le soleil qui tape, le lapin cherche bientôt un abri. Pour cela, n'importe quel endroit ombragé ou un trou dans le sol laissé par un autre animal sera l'endroit idéal. Bien sûr, il faut toujours faire attention à ce qu'un serpent à sonnette complètement inhospitalier ne soit pas arrivé avant vous. Comme il manque de nombreuses glandes sudoripares, ce mammifère à sang chaud doit recourir à d'autres méthodes pour se débarrasser de la chaleur extrême de son corps, comme le halètement nasal et le contact avec des surfaces froides. Quelques degrés seulement peuvent faire la différence entre survivre ou périr sous une chaleur torride. Tout comme ces endroits ombragés sont très prisés, lorsque le lapin ne supporte plus les gargouillements dans son estomac, il n'a d'autre choix que de sortir et de chercher de la nourriture dans un écosystème où chaque poignée d'herbe est pratiquement un trésor.
trouver des plantes comestibles, le lapin du désert se déplace dans les buissons, en utilisant son odorat très développé comme guide. Étant un herbivore endurci, ce mammifère ne lâchera aucune feuille, tige, écorce, branche ou fruit qui se présente à lui. Ce régime alimentaire très large lui permet de pouvoir trouver de la nourriture, même dans un habitat où la végétation brille par son absence. Bien qu'ils consomment des aliments assez secs, leur système digestif avancé est capable d'absorber de petites quantités d'eau. Ils ont donc rarement besoin de se diriger vers les rares ruisseaux pour boire ce liquide vital. Cependant, en ces jours de plus grande austérité, la vallée ne lui permet même pas de dévorer un petit morceau d'écorce, de sorte que la famine atteint des niveaux inimaginables. Lorsque cela se produit, le lapin du désert recourt à une pratique inconvenante, mais en même temps admirable. Après plusieurs jours sans manger, l'ingénieux mammifère n'hésite pas une seconde à pratiquer la coprophagie, en consommant ses propres excréments, dans le but d'extraire le moindre nutriment disponible. Même si cela peut paraître peu orthodoxe, c'est un comportement qui lui sauve parfois la vie. Loin des profondeurs de la vallée où vit le petit lapin, dans les massifs montagneux des environs, le cerf mulet se dresse fièrement avec ses bois imposants. Pesant jusqu'à 90 kg et doté d'une fourrure gris-brun au ton rougeâtre, ces cerfs se distinguent comme l'une des créatures les plus imposantes de l'écosystème de la vallée de la mort. Ses oreilles remarquables, semblables à celles des mules, lui donnent son nom particulier. Contrairement aux espèces comme le lapin du désert ou le serpent à sonnette, qui vivent au milieu des plaines arides, le cerf mulet préfère habiter les terrains plus élevés des zones montagneuses. Ici, le temps est généralement quelques degrés plus frais qu'à l'extérieur, entouré de sable chaud. Pour éviter une surchauffe mortelle, qu'ils vivent en troupeau ou dans le cas de ces mâles solitaires, ils préfèrent toujours voyager pendant les heures les plus fraîches de la journée, lorsque le soleil n'a pas encore montré toute sa férocité. Leur habitat, beaucoup plus riche en végétation, leur permet de s'abriter de la pleine fureur du soleil, perchés sous un arbre ou sur le surplomb d'une formation rocheuse. Contrairement aux petits lapins du désert, qui n'a même pas besoin d'une gorgée d'eau, les cerfs mulets sont obligés d'entreprendre une mission presque impossible à la recherche de la ressource la plus rare de la vallée de la mort. Heureusement, les plus grandes réserves d'eau de toute la vallée se trouvent précisément au milieu des hautes chaînes de montagnes que ces ongulés parcourent fréquemment. Donc, même si c'est certainement un défi, vous pourrez peut-être tomber sur un ruisseau frais après une longue randonnée. En plus d'un climat un peu plus agréable et d'une source d'eau encore existante, vivre dans les hauteurs de la vallée leur offre un accès privilégié à divers types de plantes. En tant qu'imposants herbivores pesant près de 100 kg, chaque cerf mulet peut dévorer jusqu'à 15 kg de fourrage par jour, à condition bien sûr que son habitat soit suffisamment généreux. Durant les jours d'austérité, cette nature exigeante peut se contenter d'environ 2 kg de nourriture. Pour survivre dans un écosystème où la nourriture est souvent rare, les cerfs adoptent un régime alimentaire très varié qui comprend des herbes, des graminées, des feuilles, des bourgeons et des fruits. Cet herbivore passionné ne pardonnera rien de ce qui semble même vaguement comestible, l'incorporant immédiatement à son menu. Malgré la tâche laborieuse de rechercher chaque jour de grandes quantités de nourriture, le cerf mulet ne peut s'empêcher d'être vigilant car, étant une proie si grande et désirable, les pumas et les coyotes n'épargneront aucun effort pour les tuer. En réponse, les ongulés restent vigilants, utilisant leur sens entraîné pour détecter tout carnivore qui semble menacer leur survie. C'est à ce moment-là que ces longues oreilles frappantes remplissent une fonction vitale en captant même le son le plus faible émis par un prédateur. Parfois, le simple bruissement d'un buisson suffit à provoquer une retraite précipitée. Bien qu'ils ne soient pas particulièrement rapides, leur agilité, ainsi que leur corps robuste, leur permettent de se déplacer relativement facilement sur des terrains accidentés,
ce qui en fait des proies très difficiles pour les canidés et les félins. Parfois, avant de commencer leur fuite, les cerfs font un saut fort et rigide avec les 4 pattes en l'air. Ce comportement est souvent une sorte de moyen de dissuasion pour les prédateurs, indiquant qu'ils ont été découverts, ainsi qu'une démonstration d'agilité et de vigueur qui tente de décourager la poursuite. Bien que leur vigilance et leur capacité d'évasion puissent être vraiment étonnantes, face à des prédateurs aussi redoutables, leur survie n'est pas garantie et, à de nombreuses reprises, l'un des ongulés finit par être capturé puis dévoré par un carnivore affamé. Laissant derrière eux ces scènes horribles, avec l'un de leurs congénères brûlé jusqu'aux os, lorsque la saison de reproduction arrive, le troupeau doit compenser la perte avec un nouveau faon. L'air étant rempli de phéromones, les mâles ivres d'hormones recherchent avec impatience des femelles avec lesquelles s'accoupler. Bien sûr, vivant sur un terrain aussi accidenté, le voyage vers les troupeaux de femelles réceptives peut être quelque peu ardu. En atteignant ces troupeaux de dizaines de biches émettant des phéromones, les mâles entrent dans une extase qui ne peut être apaisée qu'après la copulation. Cependant, avant de réaliser ce désir impératif, ils doivent mener un duel sanglant contre un autre étalon déterminé à propager leur lignée. Utilisant de longs et robustes bois dichotomiques pouvant atteindre 70 cm, le cerf mulet démontrera toute sa force dans un combat où un seul aura le droit tant convoité aux femelles. Avant de commencer les hostilités, les deux adversaires montrent généralement leur force par des démonstrations physiques en marchant parallèlement à leur rival et en agitant leur bois acéré vers les buissons. Les grognements et les reniflements peuvent également faire partie du préambule du combat. Alors que les mâles sont déterminés à se battre pour le droit de procréer, le combat physique commence par un violent choc de bois. Généralement, loin de vouloir transpercer leur adversaire avec leur bois, les cerfs tentent de renverser leur adversaire et de le faire reculer. Après un combat acharné, au cours duquel les cerfs peuvent même finir avec leur bois brisé, l'un des mâles cède à l'épuisement et s'éloigne de l'arène de combat. Le vainqueur, sans aucun obstacle supplémentaire sur son chemin, aura le plaisir d'avoir un harem entier à sa disposition, bien sûr, à condition qu'un autre challenger n'apparaisse pas à l'horizon pour contester sa domination sur les femelles. Après l'accouplement, chaque biche entamera une longue période de gestation d'environ 200 jours, après laquelle un petit faon sans défense verra l'immensité de la vallée de la mort devant ses yeux. Bien que la biche prenne soin de sa petite progéniture, la faune de cet écosystème ne montre aucune pitié envers les jeunes. Un petit cerf mulet, âgé de quelques jours seulement. Alors que canidés et félins se disputent la domination dans la vallée lointaine, le petit écureuil antilope à queue blanche profite de l'occasion pour s'éloigner sans souci et dévorer un peu d'herbe. Mesurant à peine 20 cm, ce minuscule rongeur fait partie de ces espèces qui remplissent de vie même les plus petits recoins de la vallée de la mort. Sa fourrure brune discrète, avec 2 rayures blanches frappantes, permet de deviner facilement d'où vient son nom. Même si cela peut paraître surprenant, compte tenu de sa petite taille, que cette espèce parvienne à prospérer dans un environnement aussi hostile, la vérité est que ce rongeur habile est un maître de la survie. Un exemple de cela est leur régime alimentaire loin d'être sélectif, qui se compose essentiellement de tout ce qu'ils trouvent devant eux. Les graines, les arbustes, les cactus et les fruits sont l'une de leurs principales sources de nourriture, leur permettant de rester nourris, même au milieu de ce désert infertile. Pour assurer sa survie, en plus de se nourrir de tout ce qu'il trouve sur son passage, à l'aide de ses poches polyvalentes, les grands sacs situés sur ses joues, l'écureuil à queue blanche transporte sa nourriture jusqu'à son terrier, créant ainsi un garde-manger pour les jours où la famine frappe le plus fort. Bien que l'idée d'un petit écureuil dévorant sans fin des graines soit assez logique, et puisse même être mignonne, la vérité est que, loin de se limiter à un régime herbivore, ce rongeur a un régime omnivore, dans lequel il n'aura aucun problème à dévorer des proies juteuses. Bien sûr, compte tenu de sa taille,
l'écureuil à queue blanche ne peut même pas s'approcher de la chasse aux mammifères comme les lièvres ou les lapins. Il devra donc se contenter de mettre ses griffes sur de petits insectes, des araignées, des lézards et des bébés rongeurs. Étant donné sa supériorité physique, le petit écureuil n'a généralement pas besoin d'une stratégie élaborée pour les acquérir et les trouve souvent par accident lors de sa recherche quotidienne de nourriture. Bien sûr, passer des heures à fouiller sous le soleil de plomb n'est pas une idée très judicieuse lorsque vous vivez dans la vallée de la mort, et encore moins en tant que petit écureuil. Dans cette optique, lors de ses promenades à la recherche de nourriture, il fait généralement de courtes pauses à l'ombre, parvenant ainsi à réguler sa température et à échapper à la chaleur accablante. Un autre comportement très intéressant est d'utiliser sa queue poilue comme une sorte de parasol, en la plaçant sur son dos lorsqu'il est à l'extérieur. Bien sûr, après de longues heures sous des températures torrides, il n'y a plus d'ombre à trouver et le rongeur astucieux cherche refuge dans son terrier confortable. Une fois à l'intérieur, dans une pratique connue sous le nom de heat dumping, l'écureuil s'allonge à plat ventre sur le sol frais de la tanière, ce qui l'aide à perdre quelques degrés de chaleur presque instantanément. Alors que d'autres espèces sauvages se contentent de n'importe quel trou rudimentaire comme terrier, l'écureuil, loin de vivre dans des conditions précaires, préfère se charger de construire une bonne maison de ses propres mains, ou plutôt de ses griffes. À l'aide de ses membres puissants, ce constructeur habile façonne un abri avec plusieurs tunnels et chambres où il peut se blottir paisiblement. Se reposer dans son terrier frais le protège non seulement du soleil brûlant, mais le maintient également, en théorie, hors de portée de ses nombreux prédateurs. Pourtant, plus d'un de ces féroces carnivores n'hésiteront pas à attaquer le refuge de l'intrépide écureuil antilope pour mettre la main sur une proie succulente et même, pourquoi pas, garde ton abri. Parmi ces carnivores voraces, on trouve les serpents à sonnette, les renards et, bien sûr, les coyotes. Ces prédateurs intelligents, une fois l'entrée de la maison du petit rongeur localisée, n'hésiteront pas à entrer et à tuer les adultes et les jeunes. Bien que son terrier puisse servir à la fois de refuge et de tombe, même s'il rencontre un prédateur vorace au milieu de la plaine, l'écureuil des brouillards ne sera pas une proie facile à chasser. Restant attentif à toute menace potentielle qui apparaît dans son environnement grâce à ses sens très développés de la vue et de l'ouïe, le petit écureuil détecte généralement tout intrus s'approchant avec de mauvaises intentions. Dès qu'il repère ce carnivore affamé, sans possibilité de commencer un combat acharné pour sa survie, le rongeur utilisera ses puissantes pattes pour commencer une retraite rapide. Bien qu'il ne soit pas capable de maintenir sa vitesse sur de longues distances, avec un sprint rapide, il peut réussir à laisser ses poursuivants derrière lui et à chercher un abri à proximité. Souvent, lorsqu'il aperçoit un prédateur, le petit écureuil court, levant et agitant sa queue poilue, révélant son dessous blanchâtre dans ce qui est considéré comme un signal d'avertissement pour ses congénères écureuils de la région. Alors que l'agile écureuil antilope à queue blanche démontre ses capacités de survie en sprintant à travers cet écosystème sec, certaines espèces sauvages préfèrent prendre les choses plus lentement. C'est le cas de la tortue du désert, extrêmement lente, qui, lors d'un de ses sprints, peut atteindre la vitesse étonnante de seulement 6 km/h. Cependant, le fait de ne pas avoir d'agilité n'empêche pas ces reptiles de se faire une place dans la vallée hostile de la mort. Pesant jusqu'à 7 kg et mesurant environ 30 cm de long, la tortue du désert est l'une de ces survivantes sauvages qui possède quelques astuces pour résister aux températures rigoureuses de ce biome aride. Tout comme le petit écureuil antilope se réfugie dans son terrier confortable, ce reptile lent peut passer jusqu'à 95% de sa vie enterré dans des tanières complexes qu'il a lui-même construites. Grâce à ses pattes aplaties robustes et très puissantes en forme de pelle, aucun terrain ne peut résister à ses capacités de creusement. Bien sûr, la chaleur étouffante n'est pas le seul défi auquel ce patient survivant est confronté au milieu de cet habitat hostile.
Sans une seule goutte d'eau à des kilomètres à la ronde, la tortue intelligente cherche désespérément de l'hydratation grâce aux plantes succulentes et aux cactus trouvés près de son terrier. En plus de pouvoir absorber de grandes quantités de liquide vital à partir de leur alimentation modeste, ces reptiles peuvent stocker d'énormes volumes d'urine dans leur vessie et la réabsorber plus tard pour s'hydrater. Cette adaptation particulière leur permet de rester longtemps sans boire une seule gorgée d'eau. Lorsque le climat aride de la vallée frappe sans pitié, la tortue du désert, pleine de ressources, n'a aucun mal à entrer dans un état d'estivation, un processus similaire à l'hibernation, dans lequel, en sombrant dans une léthargie, elle optimise sa consommation de ressources. Une période de l'année où il ne lésine pas sur les dépenses est la saison de reproduction, durant laquelle le mâle parcourt désespérément des centaines de mètres à la recherche d'une femelle fertile. Même si ces distances ne sont peut-être pas si colossales, avec un trajet d'environ 6 km/h seulement, ce court trajet peut être tout un voyage, surtout sous un soleil de plomb. Après avoir localisé la future mère de son petit, le mâle entoure la femelle en l'encerclant. Après cette première approche, la parade nuptiale devient un peu plus agressive, le prétendant mordant les pattes et la carapace de la femelle. Par des grognements bruyants, le mâle exprime également son désir de s'accoupler, espérant que la femelle sera réceptive. Si elle accepte le mâle, sans plus attendre, l'accouplement commencera, au cours duquel le mâle soumettra la femelle en la montant sur le dos de sa carapace, faisant preuve d'une agilité assez inhabituelle pour l'espèce. Après quelques minutes de copulation, tout est terminé et c'est la future maman qui s'éloigne. Comme elle a la capacité de stocker le sperme du mâle jusqu'à 1 an et demi, il n'y a pas d'urgence à commencer le processus de gestation et la tortue peut même d'abord porter la progéniture d'autres mâles. Pour la nidification, c'est la mère qui s'occupe de tout le travail, puisque le mâle, déjà loin, ignore complètement les responsabilités paternelles. La tortue creuse un trou près de l'entrée de son terrier ou au pied d'un buisson où elle pond entre 1 et 14 œufs. Avec les œufs au fond du trou, la mère les enterre et c'est la dernière fois qu'elle entendra parler de ses petits, car, suivant l'exemple du père, elle abandonnera ses devoirs maternels. Ce n'est qu'après 80 à 130 jours que les petits éclosent de l'œuf et s'enfouissent dans le sol, découvrant pour la première fois la vallée hostile de la mort. Dès son plus jeune âge, chaque tortue doit se débrouiller seule dans l'une des épreuves les plus impitoyables de la nature. Avec des renards, des serpents et même des écureuils désireux de dévorer ces jeunes reptiles, les chances de survie d'un nid entier sont assez limitées. Et dans la vallée hostile de la mort, même les spécimens adultes ne sont pas à l'abri de devenir des proies. Bien qu'ils puissent se réfugier dans leur carapace solide lorsqu'ils sont attaqués par un coyote, même cette épaisse armure est incapable de résister à la morsure du plus grand prédateur de tout l'écosystème. Pour le puma sauvage, écraser la carapace d'une tortue du désert est une tâche qui demande peu d'efforts. Avec l'une des morsures les plus redoutées de toute la vallée, ce félin sanguinaire mais majestueux domine férocement chacun des biomes qui composent cette vallée riche en biodiversité. Que ce soit au milieu du désert, en traversant des broussailles épaisses ou en sautant entre des montagnes escarpées, il n'y a aucun endroit sûr pour échapper à la morsure de ce carnivore. Doté d'un corps mince et musclé pesant jusqu'à 100 kg, d'un visage rond et d'oreilles dressées caractéristiques, aucune espèce sauvage n'est hors de portée de ce prédateur au sommet de la chaîne alimentaire qui a donné son nom à cette vallée. Bien qu'il soit de loin supérieur à toute proie potentielle qu'il rencontre, le puma a tendance à optimiser toutes ses ressources en tant que chasseur, essayant toujours de dépenser le moins d'énergie possible pour capturer sa proie. Dans cette optique, loin de se lancer dans une course-poursuite épuisante à travers la plaine, ce carnivore préfère se cacher dans l'ombre, attendant le moment opportun pour attaquer.
Avec un pelage aux nuances de gris argenté et de brun rougeâtre, ce félin parvient à se camoufler parfaitement au milieu de cet environnement désolé. Doté de pattes arrière musclées, ce félin peut effectuer des sauts horizontaux impressionnants allant jusqu'à 12 mètres, plaçant n'importe quelle proie à portée de ses griffes acérées. Étant donné son appétit vorace pouvant atteindre 14 kg de viande en un seul repas, ce prédateur au sommet de la chaîne alimentaire préférera toujours chasser de grosses proies. C'est à ce moment-là que les troupeaux de mouflons d'Amérique et de cerfs mulets constituent une cible de chasse évidente. Bien qu'ils vivent dans des habitats isolés des montagnes rocheuses, le puma agile n'aura aucun mal à atteindre ces biomes éloignés, car son corps athlétique lui permet de faire des sauts impressionnants sur des terrains accidentés. De même, en utilisant sa longue queue comme contrepoids, il peut maintenir l'équilibre même sur les terrains les plus instables. S'appuyant sur son sens aigu de la vue, ce félin détecte ses troupeaux d'ongulés désirables jusqu'à des kilomètres de distance. Dès qu'il a repéré sa proie, l'agile puma se met rapidement en route. En arrivant à proximité de la meute, le félin se réfugiera furtivement, traquant de près ce qui est sur le point de devenir sa proie. Tous les scénarios possibles étant envisagés, le carnivore redouté, dans une charge colossale, se lance à toute vitesse et, d'un bond, tombe directement sur sa proie. Le reste du troupeau s'enfuit, terrifié, sachant qu'aucun d'entre eux n'est à l'abri de la morsure redoutable du prédateur suprême de la vallée. Même le plus grand cerf mulet ou le plus grand mouflon d'Amérique ne peut opposer la moindre résistance à un puma sauvage. Quelques secondes après l'attaque, le carnivore a déjà fixé ses griffes au corps de l'animal et, grâce à sa morsure dévastatrice, étouffe sa proie en écrasant sa trachée. C'est une mort lente, douloureuse et désespérée. Peu de temps après avoir traqué sa voluptueuse proie, sans perdre de temps, le félin commence à l'éviscérer, se gaver de viande dans ce qui est pour lui un festin. Étant donné que même l'appétit de ce chasseur affamé a une fin, et que dans un écosystème aussi imprévisible que la vallée de la mort, même le puma redouté ne peut pas se permettre de gaspiller de la nourriture, le félin stockera les restes de sa proie dans un endroit sûr et les recouvrira de feuilles et d'autres végétaux. En les emmenant dans ses cachettes, il les protège des charognards opportunistes qui pourraient oser tenter de voler le tout-puissant dictateur de la vallée. Qu'il s'agisse d'un couple de coyotes affamés, d'un lynx roux agile ou même d'un aigle royal calculateur, chacun de ces prédateurs peut, à tout moment, tomber au bas de la chaîne alimentaire lorsque le redoutable couguar pose son regard froid sur eux. Bien qu'il soit confronté à peu de menaces sauvages dans son domaine, le puma sauvage a malheureusement un prédateur au milieu de la vallée désolée de la mort. Et l'influence des activités humaines affecte considérablement le mode de vie de ces félins costauds. En raison de l'essor du tourisme et de la construction de routes à proximité de la vallée, l'aire de répartition des pumas diminue de plus en plus. Les travaux de construction de routes dans la région ont même conduit à des collisions mortelles entre pumas et véhicules. D'autre part, bien que la majeure partie de la vallée se trouve dans un parc national où les activités d'élevage sont restreintes, les félins qui errent dans les terres voisines se retrouvent souvent impliqués dans des conflits avec les éleveurs qui, essayant de protéger leur bétail, finissent par tuer cette créature redoutable. Tout comme le grand puma est confronté à de redoutables défis pour sa survie, le crotale fait également partie de ces espèces sauvages cruellement menacées par l'intervention humaine dans son habitat. Avec la croissance du tourisme dans la vallée, les rencontres avec les humains deviennent plus fréquentes et, dans ces cas, en raison de la stigmatisation de l'espèce, les reptiles sont chassés car ils sont considérés comme une menace. De même, la collecte illégale de crotales est une pratique bien connue dans certains coins de la vallée, où des individus sans scrupules se chargent de kidnapper des serpents dans leur écosystème naturel et de les commercialiser illégalement. Dans de nombreux cas, ils sont emmenés dans des rassemblements de serpents,
où ils sont exhibés puis sacrifiés. Tout comme les crotales, les coyotes sauvages ne se portent pas bien non plus après l'augmentation des interventions humaines dans la faune de la vallée. Alors que de plus en plus de touristes envahissent l'habitat de ces canidés, les coyotes s'habituent à se nourrir de nourriture humaine, ce qui peut être potentiellement mortel pour eux. De même, les interactions amicales entre les humains et ces animaux sauvages peuvent conduire les canidés à développer un comportement de mendicité, s'approchant de plus en plus des humains à la recherche de nourriture, déclenchant des conflits pouvant entraîner des blessures graves ou des conséquences encore pires. Bien que l'influence directe des activités humaines telles que la chasse, le tourisme et la fragmentation des écosystèmes change la vie de la faune sauvage de la vallée de la mort, la plus grande menace est de loin les ravages du changement climatique. Avec des sécheresses de plus en plus graves, les sources d'eau et de nourriture se raréfient et de plus en plus d'espèces ne parviennent pas à survivre jusqu'à l'aube. Avec la disparition de la végétation clairsemée, les lapins à queue blanche, les cerfs mulets et les écureuils antilopes voient leurs réserves de nourriture diminuer, les forçant soit à mourir de faim, soit à chercher de nouveaux horizons. Avec la mort de ces espèces clés qui soutiennent la chaîne alimentaire, les coyotes, les géocoucous, les lynx et même les pumas sont victimes de pénuries de proies et d'une famine sans précédent. Mais tout n'est pas perdu. Tout comme ces espèces sauvages sont capables de survivre aux températures étouffantes de la vallée de la mort, avec des efforts coordonnés pour leur préservation, il est possible de leur offrir de meilleures conditions de vie. La pratique d'un tourisme responsable, ainsi que des politiques visant à respecter la faune de cet écosystème aride, sont le premier pas vers sa conservation. Avez-vous été émerveillé par les histoires de survie face à la chaleur étouffante des créatures sauvages de la vallée de la mort ? Alors ne partez pas sans nous laisser votre like et commentez quelle espèce vous a le plus plu. Si vous souhaitez rester à l'écoute de nos prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche de notification. N'oubliez pas de partager la vidéo afin que davantage de personnes puissent en apprendre davantage sur ces espèces sauvages majestueuses et leur lutte pour la survie. Sans plus tarder, on se retrouve la prochaine fois avec d'autres histoires de rébellion contre l'adversité climatique, de batailles entre prédateurs et surtout d'histoires de vie sauvage.